Bakakak TV télé askan wi Bakakak TV télé askan wi mane la dawal gaaw abonné si Bakakak TV. Aujourd'hui, Alojz Peterle, Monsieur le Premier ministre de la République de Slovénie. Faut parler. De lui de finesse. Quel premier souvenir? Je m'entendais très bien avec lui. Voter pour une chèvre ou un chat, je sais pas encore, on va voir. Il faut des primaires. Merci M. Palmer. Et merci encore une fois d'avoir fait ce long voyage jusqu'à Dakar. Je me remets toujours en question parce qu'il faut que je continue à servir mon pays jusqu'au dernier jour. Geneviève, bonjour. Bonjour Morgane, mes parents nous ont bien élevés, c'est vrai. Un afro dans le monde. Aujourd'hui, le cœur de nos caméras battra 52 minutes durant pour une figure historique de la politique africaine. Talent, audace, abnégation, telle est la trinité essentielle de ce virtuose sorti des entrailles de l'Afrique il y a plusieurs décennies à rebours et dont la virtuosité justement a migré depuis vers les mathématiques, l'économie, la plaidoirie, un temps la transmission pacifique des savoirs avant de se sédentariser définitivement en politique. Le très panafricain président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a accepté de nous recevoir aujourd'hui. Ça n'arrive pas tous les jours, on ne va pas se gêner, on va en profiter. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. C'est un plaisir de nous consacrer ce petit temps. Je remarque que 4 fois, vous vous êtes présenté à une élection présidentielle, en 78, en 83, en 88 et en 93. Vous n'avez jamais trahi une seule plume d'intégrité. Qui vous a enseigné l'abnégation? Il faut bien comprendre qu'a priori, je ne pouvais pas savoir que ça allait se passer comme ça. Tout ce que je savais, c'est que pour gagner des élections en Afrique, il faut de la patience, il faut du temps. Ça, je le savais donc à l'avance. Avec tous les risques que cela comporte, je rappelle toujours qu'en 1974, il n'y avait qu'un parti au Sénégal, c'est le parti de Senghor, l'Union progressiste sénégalaise, qui avait phagocyté tous les autres partis et dissous les récalcitrants. Et il y avait quelques petits partis monufretins, et j'appelais ça le système du Barakwada et des petits poissons. C'est donc dans cette atmosphère que j'ai créé mon parti. Connaissant bien entendu la mentalité des gens, je me disais bien que j'allais me heurter à beaucoup de difficultés et qu'il fallait donc faire preuve de souplesse, d'adresse et de patience. Quand j'ai dit à mon père que j'allais créer un parti, il m'a posé des questions. Est-ce que tu as peur de la mort? Je lui ai dit non. Tu as peur de la prison? Je lui ai dit non. Il me dit donc, tu peux y aller. Alors, quand j'ai lancé le parti à Mogadiscio, c'est à Mogadiscio que j'ai consulté Senghor. Moi, j'étais expert de l'OEA. Senghor m'a dit, bon, qu'à cela ne tienne, je vais appeler M. Jean Collin, qui était son mentor, pour vous donner le récépissé. Et ça s'est fait très vite. Et les intellectuels m'ont boudé en disant que il y avait une combine, puisque Senghor avait refusé le parti à Cheikh Anta Diop, il y a tant d'autres. S'il me l'a donné, c'est bien parce que j'avais décidé de ne faire qu'une opposition de Sa Majesté. Et je vous rappelle que quand il m'a accordé donc la création du parti, j'ai usé d'un vocable pour amortir un peu le choc. J'ai dit que je créais un parti de contribution et non pas un parti d'opposition. Alors ça a fait des discussions pendant 2 ans. Qu'est-ce que la contribution? Qu'est-ce que l'opposition? Et bon, j'ai gagné beaucoup de temps avec ça. D'où les mots sont importants. De la connaissance que j'avais du terrain, je savais très bien qu'un jour, je gagnerais. C'est-à-dire, je gagnerais non pas par le décompte des cartes, parce que de toute façon, ça, je savais que je gagnerais beaucoup plus tôt, mais une victoire acceptée par le pouvoir, ce n'était pas quelques pourcentages de plus que le pouvoir accepté, il fallait l'écraser. Donc, je me suis mis dans cette voie de mobiliser le maximum de monde, de façon à avoir une majorité telle qu'il était impensable que
le pouvoir ne respecte pas. On a fait ce grand bond en avant dans le décryptage de votre personnage, tout à fait volontairement, mais on va revenir quand même aux origines. Déjà votre naissance à Kébémer en 1926, votre scolarisation à William-Ponty à l'époque, vous étiez plutôt prédisposé pour les études ou pas? Ah, toujours. Moi, écoutez, si vous avez les documents de William-Ponty ou de l'EPS, j'étais toujours en tête. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais à l'école primaire supérieure, après le certificat d'études, se passait tout Dakar et on était classés. J'étais premier ex aequo pour le certificat d'études. Et le directeur de l'école est venu vraiment me reprocher, me gronder pourquoi je n'étais pas premier. D'accord. Que je n'avais pas cherché à être premier ou deuxième, j'avais fait le CP comme ça. Alors, à l'école primaire supérieure, où on préparait le concours des territoires, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, de tous les pays francophones pour William-Ponty, j'écrivais tellement mal que la femme qui était notre professeure de lettres, qui devait être la femme du directeur, elle venait éditer WAD 0 faute 0. Alors, mais attends, résultat, trimestriel ou semestriel, le surveillant général, il disait WAD premier partout, mais de conduite, qui était sur 40, la physique, les mathématiques, tout ça, c'était sur 20. Mais là, à l'époque coloniale, la conduite, c'était sur 40, ça valait bien. J'avais des amis, Dia, qui faisait des mathématiques, il y avait Babacarignan, qui était mon condisciple, voilà. Et est-ce que vous avez quelques souvenirs de votre arrivée à Paris à l'époque? Ça a été marqué par un événement particulier? Ah oui. C'est-à-dire que moi, vous savez, d'abord, j'avais la première partie du bac ici. Parce que j'étais sorti de Ponty en tant qu'enseignant. On m'avait affecté comme instituteur à Thiès. Pour la première fois, j'ai eu 85 petits gamins qui venaient d'arriver tremblants. Et ça m'a beaucoup passionné. Je les ai pris donc au départ, leur enseignant, A, E, I, O, U, etc. Et ça m'a passionné de voir comment ils assimilaient tout ça. Et puis, l'autorité coloniale a institué le brevet élémentaire et a voulu trouver des gens pour passer le brevet. Alors, on a pris les meilleurs qui étaient sortis de Ponty, on était peut-être une dizaine. On nous a fait passer, on nous a donné des cours pendant 3 mois à haute dose. Et puis, on nous a affectés comme surveillants au lycée Lamine Gueye, là, aujourd'hui, qui s'appelait le lycée Van Vollenhoven, parce que, comme les étudiants commençaient à aller en France, avec des bourses de la mairie de Dakar, de Lamine Gueye, le pouvoir colonial voulait freiner ce mouvement en créant ici une université. Donc ils ont ouvert un institut d'études supérieures en attendant de le transformer en université. Alors donc j'ai demandé une bourse pour aller en France en présentant mon bac à la mairie. Mais il y a une réglementation qui disait que la mairie et la commune de Dakar ne pouvaient donner que des bourses en dessous du bac. Mais pas le bac, c'était réservé au gouvernement général. Alors on m'a dit, il faut présenter une bourse au gouvernement général. J'ai demandé une demande, j'ai demandé. On m'a dit, bon, très bien, on va vous inscrire. Comme j'avais le brevet élémentaire, j'ai fait une autre demande que j'ai glissée dans les demandes à la mairie, brevet élémentaire étant bien en dessous du bac, et j'ai eu une bourse de la mairie, j'ai eu 2 bourses. La mairie pour un niveau inférieur, le brevet, et Dakar ici au niveau du bac pour une première année d'université. Quand je suis allé en France avec la bourse de la mairie et je me suis inscrit directement en Mathelem. Alors, je suis arrivé au mois de février, les cours avaient commencé depuis le mois d'octobre. Et le professeur Benoît, un mathématicien très connu, il m'a dit, mais mon garçon, vous venez d'où? J'ai dit, je viens du Sénégal. Il m'a dit, vous arrivez seulement maintenant? J'ai dit, oui. Il m'a dit, vous arrivez seulement au mois de février. Vous savez qu'on a commencé les cours depuis octobre. Vous êtes comme quelqu'un qui tombe dans un pays où on parle un langage que vous ne comprendrez pas. J'ai dit, monsieur le professeur,
permettez-moi seulement de suivre. Si je n'arrive pas à suivre, je partirai de moi-même. Il me dit, ah, quand cela les tient, asseyez-vous. Et au bout d'un mois, à peu près, je commençais à lever timidement le doigt pour répondre aux questions. Il était très surpris de voir que j'arrivais à suivre, seulement parce que c'est lui qui avait écrit les livres de maths qu'on étudiait. J'ai commencé par la première page et j'ai pu rattraper les autres. Tout simplement, j'ai réussi donc le bac de février au mois de juin. Et puis, ils m'ont retenu pour faire maths sup. J'ai fait maths sup. J'ai voulu aller, parce qu'à l'université, c'était plus intéressant. Les étudiants, là-bas, j'étais avec des potages, comme on dit. Et je me sentais trop vieux, parce que j'avais 24 ans. Et les autres, ils avaient 19 ans, 18 ans, 19 ans. Et je ne me sentais pas bien. Je voulais absolument aller à la faculté. C'était plus intéressant, la vie d'étudiant, avec la politique et tout ça. Je voulais absolument me maintenir pour passer le concours des grandes écoles. Et bien, je me suis carrément sauvé. Et je suis allé m'inscrire à la Sorbonne au cours de mathématiques générales du professeur Debreuil. Et puis au bout d'un moment donné, après beaucoup de politique, à l'époque Mokhtar Mbow était le président de la FEANF. Nous nous sommes retrouvés à 3 ou 4 pour dire vraiment, si on continue là, on ne rapportera aucun diplôme au Sénégal, il faut nous éloigner de Paris. Paris c'est bien, mais éloignons-nous. Et comme ça, nous avons décidé d'aller en province. À Besançon? Oui, non, on a d'abord dit, mais où? Alors, on ne voulait pas tellement s'éloigner de Paris, on a dit, on va aller à Lille. Bon, alors on a pensé que Lille, c'était brumeux, pour nous qui venions de la savane ensoleillée. Et puis, d'autres ont dit Dijon, et puis Besançon. Et il est vrai qu'il y a eu l'écho du vers de Victor Hugo. Ce siècle avait 2 ans, et dans Besançon, vieille ville espagnole, parce que nous on était émus de littérature à Ponty. On s'est dit Besançon, ça doit être très beau. Et puis, on regarde la carte, c'est pas très loin de la Suisse, c'est pas très loin de Paris, alors on va y aller. C'est comme ça que nous avons été les premiers Africains à descendre à Besançon, à part des Noirs qui étaient passés pendant la guerre, qui avaient combattu les Allemands, dont un était resté. Il avait épousé une paysanne, là, il était dans un village complètement alors assimilé, buvant le cognac local aussi bien que les francs-comtois. Et voilà, nous sommes donc restés à Besançon, où j'ai fait des études après. J'étais un peu globe-trotter parce que j'ai fait Dijon, Grenoble et puis Paris. C'est à Besançon que vous avez passé votre thèse de doctorat en 59, justement. Vous rentrez au Sénégal peu de temps après avoir fini votre cursus. C'était un choix de conviction ou un choix de raison? Non, c'était un choix parce que moi, pendant toutes mes études, j'ai été pressé de rentrer au Sénégal. Je n'ai jamais pensé pouvoir rester en Europe. Donc, surtout que Senghor m'avait écrit, quand j'ai présenté ma thèse, il m'a écrit, j'étais surpris d'ailleurs, pour me dire, je me renseigne, j'ai su que vous avez présenté une thèse brillante, il faut venir au Mali nous aider. Voilà, et c'est ainsi que donc je suis rentré. On a failli me nommer haut commissaire à l'économie du Mali. Je n'ai pas voulu. Je n'étais pas très chaud parce que tout ça me paraissait un peu fragile. Je n'avais pas tort et finalement, donc, je me suis inscrit à l'université pour enseigner et j'ai ouvert mon cabinet d'avocat. C'est un afro dans le monde, notre invité aujourd'hui, le président de la République du Sénégal, le très panafricain Abdoulaye Wade, maître Abdoulaye Wade, qui accepte de nous recevoir ici. On marque un petit break et puis on revient poursuivre l'entretien. Un afro dans le monde, retour plateau avec le président du Sénégal, maître Abdoulaye Wade, qui nous fait le plaisir et surtout l'honneur de nous recevoir ici. Maître Abdoulaye Wade, on parlait de votre retour au Sénégal, c'est en 1974 que vous créez le PDS, après avoir été responsable d'un bureau au Parti Socialiste. Vous migrez de la gauche vers la droite. Qu'est-ce qui traduit le choc de cette métamorphose? Oui, vous savez, en réalité, je n'étais pas responsable au Parti Socialiste.
D'abord, quand j'étais en France, la FEANF était la locomotive de l'indépendance. Tous les étudiants africains, on était pour l'indépendance. Moi, de Paris, j'étais allé à Grenoble. J'étais président de la section de Grenoble, qui était la section la plus dure. Et nous avions voté contre la constitution de De Gaulle. Certains d'entre nous, après le nom de la Guinée, sont portés volontaires pour aller en Guinée. Moi, je ne l'ai pas fait. Alors, moi, Majmoud Diop et moi, toujours nationalistes, nous avions lancé l'association des étudiants nationalistes, c'est-à-dire demandant l'indépendance. Les étudiants n'ont pas voulu nous suivre parce que c'était plein de risques, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'article 80 du Code pénal français. Il suffisait de prononcer le mot indépendance pour passer devant la cour, les cours des tribunaux. Et finalement, jusqu'à la fin, nous étions 6. Nous étions 6, et là, je trouvais un peu fou d'afficher qu'on était pour l'indépendance. Alors, comme mouvement politique, il y avait le mouvement RDA, section du RDA, dirigée par Cheikh Anta Diop. Il y avait à l'époque aussi le mouvement du professeur Abdoulaye, le GAREP, qui était un mouvement de recherche dans lequel se trouvaient donc des Daniel Kabou, Babacar Ba et autres. Et puis nous, dans notre mouvement nationaliste, personne n'a voulu nous suivre. Et puis après, vers les 57-58, Joseph Kizerbo, Cheikh Hamidou Kane, donc Daniel Kabou et d'autres, Valentin, ont créé le MLN, le Mouvement de Libération Nationale. Et nous avons été soutenus par l'Église. L'Église catholique, qui avait le plus grand journal de l'époque qui s'appelait Afrique, quelque chose comme ça. Et ils recevaient nos articles. Donc en première page, on s'exprimait là-dedans. Ça nous a propulsés vraiment. Et quand nous sommes rentrés, l'Église m'a donné le centre Daniel Brottier pour faire des conférences. Et mes conférences étaient courues. Ce qui inquiétait un peu les hommes politiques autour de Senghor. Comment vous le laissez là, il fait ses conférences, etc. etc. Et à ce moment-là, il y avait Modibo Keïta et Senghor, ainsi que les autres hommes politiques de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient un peu talonnés sur les questions de l'indépendance. Et nous nous sommes dit, vraiment, au lieu de maintenir un petit parti, le MLN, il faut dissoudre ça et aller entrer. Chacun va entrer dans le parti qui correspond à ses vues. C'est ainsi que tous les autres sont entrés dans l'UPS de Senghor, le parti de Senghor. Moi, je ne suis entré dans aucun parti. Je suis resté observateur. Et puis après, il y a eu l'arrestation de Mamadou Dia qui m'a choisi comme avocat en 1962. Il y avait auparavant l'éclatement de la Fédération du Mali. Et puis, Cheikh Anta Diop avait créé le bloc des masses sénégalaises. Je suis rentré là-dedans. Mais j'étais plus souvent à Paris pour préparer mon agrégation, parce que je n'étais pas un dirigeant. Alors, après, Senghor a dissous ce parti. Et puis, 2 ans après, les anciens amis de Mamadou Dia, les amis de Mamadou Dia, sont venus retrouver Cheikh Anta Diop pour lui demander de créer avec eux un nouveau parti. Et ils ont créé le FNS, le Front National Sénégalais. Senghor l'a dissous tout simplement, en disant reconstitution de ligue dissoute. Alors, moi j'étais l'avocat, on m'a donné le dossier. Bon, je n'ai pas fait grand-chose parce que je savais très bien que Senghor était décidé à ne pas laisser créer un parti. Et puis voilà, après c'était le calme absolu. C'était en 1965. Et puis après j'ai passé mon agrégation, j'étais venu comme
assesseur puis doyen de la faculté de droit. Et comme il n'y avait rien ne bougeait, c'est ce que j'appelle la période du barracuda et des petits poissons, quelques petits partis. Bon, je me suis dit, bon, je vais aller dans le parti de Senghor. Et c'est ainsi que j'ai décidé donc d'aller à l'UPS de Senghor, où déjà il y avait les Abdou Diouf, Habib Thiam et tout ça. Et Senghor était très content, les cadres viennent vers moi. Seulement, à la différence des autres, dès mon adhésion, j'avais bien calculé, le vendredi suivant, je suis allé à Kébémer. J'avais planifié des visites en brousse. Et entre le samedi et le dimanche, j'ai fait 8 meetings dans la région de Kébémer. Je savais très bien que dès le lundi, j'allais avoir des problèmes, mais moi, ça me donnait donc un contact direct avec les populations. Et là, ils ont été tellement ébranlés que Senghor m'a écrit en me disant « Mais voilà, mais qu'est-ce que vous faites on ne fait pas des meetings comme ça, il faut demander l'autorisation aux responsables locaux, etc. etc. » Alors, je lui ai répondu Monsieur le secrétaire général, vraiment, je ne savais pas qu'il fallait une autorisation. Moi, je suis un libéral. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Alors, j'ai fait le naïf. Hein. Alors, il m'a écrit une lettre pour me féliciter en me disant « Vous êtes un très bon militant, vous reconnaissez vos fautes, tout ça. » et puis voilà, ça s'est terminé là. Alors, à la fin de l'année, il y avait le renouvellement des instances du parti. Alors, j'étais dans le parti. Évidemment, j'étais très populaire. J'étais plus populaire que les gens qui étaient là, un cousin de Senghor et puis un autre commerçant, homme d'affaires, des gens très riches, mais qui n'avaient jamais été à l'école. Moi, j'avais en face de moi des analphabètes, mais ils étaient très puissants. Alors, ils ont dit à Senghor, nous, ici, on n'a pas besoin d'agrégés, il n'y a qu'à partir à Dakar, etc. Alors, Senghor m'écrit une lettre et me dit, voilà, vraiment, il ne faut pas faire du militantisme de quartier et de ça. Tu t'inscris n'importe où à Dakar, je vais t'admettre comme les Abdou Diouf au bureau politique du parti et puis tu pourras faire tranquillement ta carrière. Alors, mais auparavant, on a fait des élections là-bas. Et puis, ils ont envoyé, ils ont créé 8 bureaux de vote. Et la veille, j'ai remarqué que celui qu'on appelait le commissaire politique, qui était un docteur vétérinaire, c'était un universitaire, et c'était désespérant, c'est lui qui était chargé de faire les élections, de superviser. Et à ce moment-là, vous savez, il n'y avait jamais d'élection dans le parti. On envoyait dans les bureaux de vote ceux qu'on appelait les mercenaires. C'était les militants de l'UPS, même qui appelaient ce gens-là des mercenaires, parce qu'on les envoyait en lui disant, voilà, tu vas aller là, c'est un tel qui doit gagner, etc. etc. On donnait des instructions comme ça. Alors, donc, il est venu à Kébémer avec 8 cahiers d'écoliers, et puis il appelle mes adversaires. Ils ont passé toute la nuit à inscrire des noms. Évidemment, ils ont inscrit seulement ceux qu'ils croyaient voter pour eux. Le matin, on se réveille, on dit, ouais, c'est ça la liste électorale. C'est pourquoi, vous savez, quand on mesure avec ce qui se passe aujourd'hui, où tout ça, ça passe à l'ordinateur, la distance est longue. Alors, on a fait ces élections, fort curieusement, j'ai eu 1004 voix, je crois, et mon adversaire a eu 800 et quelques. Je l'ai battu, bien qu'ils aient fait la liste électorale comme ça. Ouais. Et puis, alors, ils ont dit non, les gens qui votaient pour moi, leur vote est nul parce qu'il fallait avoir les 2 cartes. L'année dernière, et celle-ci, l'année dernière, je n'étais pas là. Donc, je ne pouvais pas avoir la carte de l'année passée. Et puis, j'avais gagné. Ça a fait un grand bruit à l'intérieur de l'UPS. Je suis allé trouver Abdou Diouf qui était à Louga.
Il m'a dit non, mais je sais que tu as gagné vraiment ce parti-là. Moi, quand Senghor va venir, je vais lui dire, etc. Alors, ils m'ont dit, Senghor m'a envoyé Moustapha Niasse pour me dire que j'avais gagné. Bon, il avait reçu un rapport du service de renseignement et qu'ils allaient proclamer les résultats. Bon, moi j'ai attendu. Et puis, le bureau politique, il n'y a pas de résultat annoncé. Alors on dit le commissaire politique est en Russie en voyage. Ça a duré comme ça 3 mois et un beau jour, j'ai appris que mon adversaire avait gagné. Alors à partir de ce jour-là, j'ai dit je quitte l'UPS. C'est comme ça que j'ai quitté. Ça a duré 1 an et demi. J'ai secoué quand même un peu la maison avec mes méthodes, me référant à la démocratie. Et puis je suis resté sans adhérer à aucun parti, faisant pas politique, jusqu'en 1973. Et en 1973, nous nous sommes retrouvés quelques cadres. Il y avait Farah Ndiaye, il y avait Cissé, qui est décédé récemment, Cissé, qui était un journaliste, Salihou Kandji, décédé malheureusement, islamiste, mais lui c'était un ami quand on était à Paris, ami étudiant. Alors on s'est retrouvés, on a dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va rédiger un manifeste. Et nous avons rédigé le manifeste des 200, en disant on va le faire signer par 200 cadres. Alors on l'a fait circuler, tout le monde signait. Il y a eu un enthousiasme extraordinaire autour de ce manifeste. Et les gens nous ont dit, mais enfin, il ne vous reste plus qu'à créer un parti. Comment devant un tel enthousiasme, vous pouvez continuer à faire signer des pétitions? Non. Alors, on a dit, on va créer un parti. J'ai dit à mes amis, moi je suis d'accord, mais à la condition qu'on me laisse faire. Et je suis allé voir Marabout Cheikh Mbacké, qui était un adversaire de Senghor, mais qui avait demandé auparavant à Cheikh Anta et à l'ancien directeur d'Air Afrique de créer des partis. Ils ont tous répondu non, c'est inutile. Dès qu'on crée un parti, Senghor le dissout, ça ne sert à rien. Quand il m'a demandé, moi je dis, si, je veux créer un parti, mais il faut me laisser faire. Il m'a dit, quand cela ne tienne, tu fais comme tu veux. Et c'est là que je suis allé à Mogadiscio. J'ai rencontré Senghor grâce à Moustapha Niasse. Et puis je lui ai dit, voilà, je veux créer un parti. Il m'a dit, bon, je vais appeler... Mais après, il a expliqué, dans Ce que je crois, un livre, Ce que je crois, dans la série de Ce que je crois, ça a été repris d'ailleurs par Foka, qu'en vérité, Senghor ne m'a pas cru quand j'ai dit que j'allais créer un parti. Il ne me croyait pas capable de créer un parti. Peut-être pensait-il que c'était trop de risques, alors que j'avais toutes les possibilités en restant dans son parti. Mais bon, il s'est trompé. C'est comme ça qu'est né en 1974 le Parti démocratique sénégalais. Vous avez connu la violence en politique, puisque la naissance de ce parti vous a fait emprisonner plusieurs fois. Absolument, avec beaucoup de guet-apens. Oui. Est-ce que vous avez des soutiens qui datent de cette époque? Mes militants, vraiment. Mes militants étaient courageux, vraiment. Il y en a encore qui sont autour de moi maintenant. Hein. C'était surtout ça qui était encourageant. Les militants, les militantes qui bravaient la police, ils étaient emprisonnés, le lendemain ils recommençaient. Nous avons passé des moments difficiles pendant que nous étions dans l'opposition. Par exemple, moi j'ai été 2 fois cueilli comme ça à l'occasion en 93 où on m'accusait d'avoir donné du carburant aux gens qui avaient brûlé quelques véhicules. Et en 98 où on m'a pris pour m'emmener à la digue, où les gens avaient commencé à confectionner de fausses pièces d'identité et nous avions identifié les auteurs et l'endroit où se faisaient ces pièces d'identité. C'est ça que nous avions annoncé dans un meeting et le lendemain, on est venu nous prendre. Bon, mais vous savez que depuis lors, tout ça, c'est derrière nous. Pour une affaire politique, une déclaration, personne ne peut être inquiété. On voit tous les jours le nombre de journaux qui paraissent au Sénégal, le nombre de radios. Et les gens, vous savez, le Sénégal est un pays
grand parleur. On entend les gens à longueur de journée à travers les radios et à travers aussi la presse écrite. Les gens écrivent n'importe quoi, mais personne n'est inquiété pour des positions politiques. Il faut remarquer aussi que le président est un démocrate d'une dimension exceptionnelle. C'est pourquoi donc au Sénégal maintenant, ces situations ne peuvent plus se voir. En 1978, quand il y a eu le déferlement populaire, après une de mes nombreuses manifestations, les gens descendaient de la banlieue tous les matins, manifestaient, se battaient contre les policiers. Le soir, ils rentraient chez eux. Ça a duré 70 jours. On n'avait jamais vu ça en Afrique. Les mouvements populaires en Afrique, il n'y en a pas un qui a duré 48 heures. On les matraquait, bombes lacrymogènes, on arrêtait les gens. Mais là, pendant 70 jours, tous les matins, les chars étaient dehors. Alors bon, en réservoir de cause, Senghor m'a proposé un dialogue. Voilà. Vous vous êtes représenté en 2000 après 4 échecs. Est-ce que vous êtes dit à cette époque, en 2000, lors de l'élection de 2000, ce sera la dernière? Absolument, non, je savais. Je savais parce que je l'avais battu plusieurs fois, en réalité. Mais comme il avait le pouvoir, il avait l'administration, j'appelais son parti d'ailleurs parti administration, étant démocrate, ce n'est pas par la force que je pouvais m'installer. Mais je savais que le mouvement allait s'amplifier et qu'un beau jour, ma victoire serait tellement écrasante que personne ne pourrait truquer. Et ceci est arrivé avec Diouf. Parce que on a voté un dimanche. Le jour même, les partisans, je l'ai écrasé dans les bureaux de vote. Mais ces partisans avaient commencé à confectionner des faux résultats pour les apposer sur les bureaux de vote. Et il a fallu Stephen Smith, journaliste comme vous, qui a pris son micro et qui a changé la situation complètement en disant c'est ridicule, c'est du bidon, moi je sors de tel bureau de vote où Wade a gagné, voilà ce qu'on a affiché, etc., etc. Alors ils ont eu peur. Mais d'où l'importance de la presse, vous savez, dans le jeu de la démocratie. Diouf, le mardi, alors que les résultats devaient être publiés le mercredi, m'a téléphoné pour me dire, voilà, là, d'après les résultats, tu as gagné. Dès que je vais accrocher, je vais appeler la presse pour l'annoncer. Il faut bien vous dire, Stephen Smith n'était pas seul. Les journalistes, tous ont joué le même jeu pour dénoncer les résultats affichés. Je crois que Diouf a hésité un peu. Son ancien ministre de l'Intérieur, Cissé, dit dans son livre que c'est lui qui a conseillé Diouf d'accepter sa défaite, démocratiquement. Est-ce que c'est ça ou enfin, bref, Diouf m'a félicité pour me dire tu as gagné et puis voilà, j'étais proclamé élu, donc tout ça dans la fête. Justement, on va parler de votre gouvernance, si vous le permettez. Après votre prise de fonction en 2000, vous avez décidé de prioriser l'action gouvernementale sur des secteurs comme l'éducation, comme les infrastructures, en dopant le parc scolaire et universitaire. Après 10 ans de gouvernance, quels sont les résultats dont on peut parler? Les résultats, ils sont là, ils sont tangibles. C'est-à-dire, moi, je suis fidèle à ma pensée. Vous savez, la plupart des gens n'ont pas d'idée très précise sur la manière de gouverner ou de construire un pays. Pour moi, je sais, j'avais une conception sur la façon de construire un pays. Pour moi, c'était d'abord les infrastructures pour pouvoir circuler, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai les meilleures routes d'Afrique. Peut-être pas les plus longues, mais en tout cas celles que je construis, ce sont des routes qui vont durer 30 ans, comme en Europe. C'est mon choix. Je l'ai imposé aux bailleurs de fonds qui ont accepté. J'ai l'éducation. J'ai choisi de mettre beaucoup de ressources dans l'éducation.
Le Sénégal est le seul pays qui dépense 40% de son budget jusqu'à aujourd'hui dans l'éducation. La moyenne de l'Afrique, c'est 23%. Moi, je suis à 40%. Il y a combien de nouveaux lycées, de nouveaux universités Je ne saurais vous dire, mais disons que tout a été multiplié par 4 en fait. Ce que nous on a trouvé, on a tout multiplié par 4, aussi rapidement. Et parce que pour moi, il n'y a pas de développement sans les ressources humaines. J'avais des problèmes à l'époque pour trouver une femme pour en faire ministre. Mais aujourd'hui, dans le nouveau gouvernement, il y a beaucoup de gens, des jeunes, garçons et filles, qui ont eu une bourse de moi il y a 10 ans, qui ont fait des études supérieures, qui sont revenus et qui sont maintenant dans ce gouvernement. C'est-à-dire que en Europe, pour trouver ce qu'on dit, comme on dit, des ministrables, il y en a beaucoup. En Afrique, c'est pas vrai. C'est-à-dire des ministrables de qualité, évidemment. Vous pouvez prendre le jardinier et le nommer ministre de ce que vous voulez, hein. Comme Caligula, vous voulez nommer son cheval sénateur. Mais si vous voulez la personne qu'il faut à la place qu'il faut, c'est autre chose. Il faut les trouver. Ce gouvernement que j'ai fait, bon, certains disent qu'il y a beaucoup de monde. Vous savez, chacun voit comment on a des conceptions tout à fait différentes. Mais moi, je pense que c'est pas la peine de dire au Japon il y a 8 ministres, aux États-Unis il y en a je ne sais pas combien. Le Sénégal n'a rien à voir ni avec le Japon, ni avec les États-Unis, ni avec la France. Nous sommes un pays en voie de développement, avec pas beaucoup de cadres. Donc, pour moi, le type du ministre généraliste qui connaît rien, c'est dépassé. Pour moi, c'est dépassé. Pour moi, c'est dépassé. Il y a des gens, à l'époque, on prend n'importe qui, on a fait un ministre, un boutiquier, etc. Des gens pas très cultivés. Aujourd'hui, il faut, moi, dans ma conception, prendre des gens qui ont fait des études pointues. Et c'est ce que je fais. Le type du ministre généraliste est dépassé. Il faut le ministre qui a une compétence pointue pour aller très loin dans cette compétence. Évidemment, les gens ne comprendront ça que dans peu de temps, quand ils verront les résultats, parce qu'un ministre, c'est pas seulement quelqu'un qui a un bureau, qui est dans sa voiture et qui gère les autres. C'est pas ça du tout pour moi. C'est quelqu'un qui connaît son domaine de façon très pointue et qui fait avancer les choses. C'est la différence. J'ai eu à lire quelques écrits du président. Je pense que c'est des idées auxquelles il croit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de mettre en œuvre ces idées-là. Je pense qu'il faut oser, et il a osé. Et dans ce sens, j'apprécie cela, puisque c'est ce qui manquait à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le bilan depuis les indépendances, on se dit, mais qu'est-ce qui a été fait? On a peut-être été aussi trop souvent dans l'attente de la réalisation d'un certain nombre de projets par d'autres, à travers l'aide internationale. Ouais, j'aime bien le caractère pédagogique de l'entretien que nous avons, Monsieur le Président. Vous étiez justement à l'époque un peu à contre-courant de la tendance de cette époque, notamment sur les préconisations des bailleurs de fonds bretton-woodziens, qui demandaient à travers les programmes d'ajustement structurel qu'on réduise les effectifs dans l'éducation. Vous avez plutôt dopé le parc scolaire. Comment vous avez géré ça? Mais attendez, ça a été une discussion. Vous savez, ces bailleurs de fonds, ils sont de bonne foi. Mais ils savent pas, ils connaissent pas l'Afrique. Ils ont commencé par me dire, à l'université, le rapport entre le social et l'investissement est en faveur du social. Voilà. Pour eux, la bourse, c'était du social. Mais non, je leur ai dit non, la bourse est un investissement. On a discuté pendant 2 ou 3 ans. Et finalement, ils ont reconnu que la bourse était un investissement. C'était un changement total. Et c'est pourquoi j'ai pu consacrer autant d'argent dans le budget, sans avoir la sanction des bailleurs de fonds. Ils l'ont accepté, ils m'ont appuyé, puisque avec moi, ils financent des universités, ils financent des écoles. Mais il fallait leur expliquer ça. Parce que, comme la bourse, c'est quoi? Voilà, c'est de la consommation, voilà. Non, c'est pas de la consommation, c'est de l'investissement, c'est toute la différence. Ici, c'est de l'investissement.
Justement, on sent un vrai activisme au Sénégal. Toutes les fois qu'on vient à Dakar, il y a de nouvelles choses qu'on peut observer. Ce n'est pas le cas dans toutes les autres capitales africaines. Je parlais donc de cet activisme. On voit beaucoup de nouvelles infrastructures. Mais est-ce que vous êtes fixé un horizon? Est-ce que vous avez une méthodologie? Absolument, parce que vous savez, quand j'étais au Japon, au sommet Japon-Afrique, avant de prendre la parole, le Premier ministre m'avait pris dans son bureau, le Premier ministre du Japon, et en discutant, je lui ai dit, vous savez, moi, je consacre 40% du budget à l'éducation. Il m'a dit, ah bon? Il me dit, ici, c'est 3%. Ah, je suis bon. Il me dit, mais vous savez, on a fait comme vous au début. On a donné des bourses, mais avec le développement du Japon, les familles ont vu leur situation s'améliorer et elles ont pu prendre en charge les étudiants, si bien que l'État n'a plus aucune charge. Les bourses, les étudiants sont entrepris par leur famille. Donc, c'est une excellente leçon qui montre qu'au départ, si je ne donne pas de bourse, il n'y a pas d'étudiants, parce qu'ils n'ont pas d'argent, leurs parents n'ont pas d'argent. Et moi, il me fallait puiser dans cette grande masse des jeunes, de la brousse, des villes, etc. Et ça fait un brassage extraordinaire. Donc j'ai donné des bourses à tous ceux qui avaient le bac, qu'ils soient au Sénégal ou qu'ils soient à l'étranger. Aujourd'hui, les résultats sont là. C'est que j'ai une population d'étudiants et de cadres très diversifiés, venant de tous les horizons, venant de toutes les classes sociales. Bon, ça s'inscrit quand même dans une perspective. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer indéfiniment, ça. Je sais très bien. Mais une fois que je résoudrai le problème des cadres comme aujourd'hui, j'en ai beaucoup, le problème des cadres, mais à partir de ce moment-là, je vais réduire le nombre de boursiers pour favoriser d'autres secteurs. Je n'ai pas pour autant négligé la santé, parce que la santé à 11 ou 12%. Et d'après les objectifs du millénaire, il y a 1 ou 2 points de plus. Je sais très bien. Et maintenant, je vais privilégier la santé et d'autres secteurs que j'avais un peu sacrifiés au profit de l'éducation. Parce que pour moi, vous savez, le jour où la plupart, disons, on aura la même dose d'ingénieurs que l'Allemagne, la France ou le Japon, c'est fini. L'État n'a plus besoin d'intervenir. Ces gens-là se prennent en charge eux-mêmes. Mais tout le problème, c'est ça, avoir des cadres supérieurs en nombre. Et nous sommes en train de réussir cet exploit. Alors, vous êtes un libéral assumé. Je vais faire appel à votre expertise d'économiste qui est reconnue mondialement. Pour vous, les programmes d'ajustement structurel, c'était pour aider l'Afrique ou... Non, mais c'est-à-dire que vous savez, c'est toujours pareil. C'est comme je dis, on ne peut pas faire des démocrates avec des gens qui ne sont pas des démocrates. Vous ne pouvez pas faire du libéralisme avec des gens qui ne sont pas des libéraux. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Les gens qui étaient au pouvoir, c'était des socialistes. Brusquement, un vent de libéralisme souffle sur le monde et on leur dit maintenant vous allez faire du libéralisme. Alors, il y a eu des dégâts énormes. Et c'est dommage qu'on n'ait pas étudié ça, mais on pourrait consacrer des thèses d'étudiants sur les dégâts de la privatisation. Hein? C'est des dépenses de milliards et des milliards gaspillés parce qu'il fallait passer du socialisme, de l'économie d'État à l'économie privée du jour au lendemain. C'est un peu ce qui s'est passé en Union soviétique. C'est énormément de... Il fallait fabriquer les classes pour gérer l'économie parce que c'était tous l'inspiration socialiste. Alors c'est pourquoi moi j'ai voulu former les gens à la doctrine libérale, à la libre entreprise et amener les gens à comprendre que c'est en eux-mêmes qui doivent trouver les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes. Libre entreprise, ça veut dire initiative privée, ça veut dire innovation. J'insiste sur les innovations et ce qui sauve le Sénégal aujourd'hui. Vous savez, les investissements, c'est vrai, mais c'est surtout les innovations que nous faisons dans ce pays. Énormément. Vous avez financé énormément le budget de la recherche? Absolument. Pour garantir cette innovation? Tout à fait.
Mais quand on parle justement de recherche d'innovation, on a été soufflé, mon équipe et moi, par la beauté et j'allais dire le gigantisme du nouveau monument de la Renaissance. Et avant d'en venir à ça, comprenez bien que prenez les innovations aux États-Unis, ça vient d'où? On les localise. Ce n'est pas tellement du gouvernement, ça vient des universités, ça vient du secteur privé. Parce que le secteur privé, il y a une concurrence telle que pour gagner les combats, il faut innover. Alors on invente, on crée, etc. Alors c'est cette dynamique que j'essaie d'introduire ici. La guana, ça a été une innovation. C'est un pari qu'on trouvait un peu fou, parce qu'en 2007, le secrétaire général des Nations Unies à Rome avait attiré l'attention du monde entier en disant voilà, la famine arrive, ça va être la catastrophe. J'ai pris la parole là, c'est instantané pour lui dire écoutez, le Sénégal est le pays le plus dépendant alimentairement du monde, puisque nous importons tout ce que nous mangeons, mais je fais le pari d'arriver rapidement à l'autosuffisance alimentaire. Et au bout de 3 ans, nous y sommes arrivés. Et même aujourd'hui, nous sommes exportateurs. Nous sommes exportateurs de denrées pour lesquelles nous étions dépendants. Nous importions 600 000 tonnes de riz. Nous en avons produit l'année dernière 537, c'est-à-dire très peu de différence. Et l'année prochaine, nous allons produire plus. Et dans certaines productions, comme l'arachide, qui était la production essentielle, qui se situe aux environs de 450 000 tonnes, cette année, nous en fait 1 200 000 tonnes. Et les gens se disaient, parce que tant qu'à 450 000 tonnes, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire de l'arachide. L'huilier local en prenait 250 000, le reste, ça posait beaucoup de problèmes. Et bien, cette année que nous avons produit 1 250 000, il ne reste plus 1 kilo d'arachide au Sénégal. On a tout vendu. Il y a une demande extérieure nouvelle, il y a la Chine, il y a l'Ukraine, et puis ensuite les prix ont augmenté. Et j'ai autorisé la trituration de l'arachide par les ménages, comme on faisait à l'époque coloniale. Et j'ai importé maintenant de l'Inde des machines pour faire de l'huile. Il y a un truc qui est impressionnant chez vous, Monsieur le Président, c'est votre capacité à continuer à être créatif, à être prolixe sur le terrain des idées. Vous parliez tout à l'heure de la guana, il y a plein d'autres projets qui portent votre estampille, l'idée de grande muraille verte jusqu'à Djibouti. Comment vous faites pour ne pas être enfermé strictement dans le cadre Vous savez, votre question me rappelle la fameuse fable américaine. On dit que le mille-pattes vivait heureux. Il marchait, hein. Et un jour, il rencontre le hérisson. Et le hérisson lui dit, mais comment faites-vous? Dans quel ordre remuez-vous vos pattes? Et le mille-pattes s'est trouvé paralysé. Parce qu'il réfléchissait pour savoir comment il marchait. Moi, je suis comme ça, hein. Je marche, je ne sais pas, les innovations, comment ça vient, mais ça vient tous les jours, ça vient comme ça et je les applique. Je crois que le fait d'y penser tout le temps, en permanence, m'amène aussi à trouver les solutions. Vous avez nommé tout un ministre en charge des diasporas. La question des diasporas vous préoccupe tant? Oui, absolument. Ça, je suis... Mais je termine sur les innovations. Pas seulement la Grande Muraille Verte, mais j'ai décidé un jour de construire un aéroport international le plus beau d'Afrique. Voilà. Parce que vu le site du Sénégal, je ne peux pas ne pas réussir. Je l'ai réussi. Vous pouvez aller visiter. Parce que quand même, il ne faut pas oublier quand même que je suis économiste et financier. Donc si je ne sais pas trouver de l'argent, c'est que je n'ai pas assimilé ces sciences. Moi, mon métier, c'est de trouver l'argent. Mon métier, c'est de construire l'économie. Hein? Parce que pour moi, l'argent existe. Mais tout le problème, c'est aller le chercher. C'est comme les poissons en mer. Le pêcheur, ici, aller pêcher, il est sûr de revenir avec du poisson. Mais quelqu'un qui ne sait pas pêcher, il peut passer la journée là-bas, il ne rapportera rien du tout. Donc, je ne sais pas si j'ai beaucoup de mérite. C'est-à-dire, évidemment, quand on me compare à quelqu'un qui ne connaît pas ça, on dit « Ah, c'est formidable ce qu'il a fait, de trouver, je ne sais pas moi, 500 milliards pour construire un aéroport ultra moderne ou des choses comme ça. Mais quand on compare à ma formation, à mon métier, à mes convictions, à mes relations, il n'y a absolument aucune raison. L'argent, il existe. Hein? Vous savez,
certains vous disent « Ah oui, il n'y a plus d'argent dans le monde, etc. » Mais on entend même des chefs d'État dire ça, franchement. Les gens qui disent ça, il faudrait les écarter, parce que non, il existe. Mais il faut savoir aller le chercher. Il y a beaucoup de choses que je lance et finalement qui... Le plan Sésame? Le plan Sésame, ça, il était facile. C'était une simple question de volonté. Dire les plus de 60 ans n'auront plus acheté des médicaments. Ça paraît aussi évident. Ce sont des retraités. Il faut pas les laisser mourir. Le plan REVA, bon, ça m'a été inspiré. REVA, c'est retour vers l'agriculture. Par les jeunes qui allaient en Espagne. Alors j'ai dit non, il faut qu'on les renvoie parce qu'il n'y a que l'agriculture qui peut créer des emplois. Bon, je ne dis pas que le courant s'est éteint complètement, mais il a vraiment diminué. Et nous avons les jeunes aujourd'hui qui sont dans les fermes à l'intérieur du Sénégal et qui gagnent de l'argent. Peut-être mieux que s'ils étaient partis à l'étranger. Alors tout ça, vous avez la pensée progresse quand elle rencontre des difficultés. Il faut avoir cette philosophie-là. C'est-à-dire tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. Et quand on rencontre un obstacle, il faut réfléchir comment franchir l'obstacle et ne pas se dire voilà, c'est fini, il n'y a rien à faire, je ne veux pas entendre parler de ça. L'Alliance panafricaniste est un mouvement lancé par le président de la République, M. Abdoulaye Wade, en 2006, figurez-vous, à Salvador de Bahia, au Brésil, c'est-à-dire donc la capitale de l'État, la deuxième patrie des Noirs, du point de vue de la population. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici sur le toit du siège, sur cette VDN qu'on appelle la voie de dégagement nord, qui donne un peu l'image de ce qu'est aujourd'hui les grandes réalisations du président Abdoulaye Wade. Et depuis 10 ans, ce qu'il est en train de faire pour ce pays pour donner quand même une vision d'une Afrique autre qui est montrée dans la presse. Ça nous change un tout petit peu de l'Afrique qui est décrite dans les médias occidentaux uniquement sous le prisme de la négativité. Lamine Faye, on est avec vous. Vous nous aviez parlé de ce lancement au Brésil. L'idée du panafricanisme, on en a entendu beaucoup parler. On a entendu des chantres comme le président Wade. C'est quand même révolutionnaire. Un ministre chargé des diasporas, on n'a pas souvent vu ça en Afrique. C'est exactement ce que les Brésiliens disent. Ils se disent que moi je suis leur ministre. Ils n'ont jamais vu une initiative pareille qui leur donne autant de considération. Donc un ministre chargé de la diaspora, et ils se sentent vraiment pris en considération et ils nous demandent maintenant de donner le message au président pour dire qu'ils acceptent d'incarner la 6e région pour les États-Unis d'Afrique qui est en train de se construire. Monsieur le Président, il nous reste à peu près 5 minutes pour conclure cet entretien. Oui, vous m'avez parlé de la diaspora, peut-être que je dois répondre. Voilà. Pour moi, l'Afrique est une, hein, et il y a des Africains qui ont été transplantés malgré par la force vers les Amériques, les Caraïbes, un peu partout dans le monde. Ils ne l'ont pas cherché, c'est l'esclavage qui a duré 4 siècles et demi. Après, il y a eu la colonisation, nous avons subi tout ça. Les Noirs se sont plus ou moins adaptés et ont réussi. Les Noirs aux États-Unis ont réussi à s'adapter, ils se sont battus, c'est beaucoup de sacrifices. Qui connaît l'histoire du NAACP aux États-Unis, c'est combien de sacrifices ils ont fait, combien de morts, combien d'emprisonnements, mais ils ont conquis donc les libertés. Aujourd'hui, ils ont la présidence des États-Unis. Vous avez des pays comme le Brésil, il n'y a plus de Noirs, il y a encore des combats à faire, plus de Noirs qu'autre chose. Et les îles où les Noirs ont réussi quand même à survivre. Parce que les îles, je les appelle des cailloux. Les cailloux autour de la mer des Caraïbes. J'ai l'habitude de dire que à l'abolition de l'esclavage, les Blancs ont posé les nègres sur les cailloux et ils sont partis. Mais les gens vivent quand même, ils vivent. Dans la Martinique, comment, je ne sais pas si vous imaginez, l'effort qu'il a fallu au peuple martiniquais pour vivre sur ce caillou où il n'y a même pas d'espace pour faire de la culture et vivre. Mais partout, les Noirs ont survécu. Que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit dans les autres pays comme Haïti. Parce que grâce à leur culture, c'est leur culture et les relations profondes qu'ils ont avec la nature, c'est ça qui leur a permis de survivre. Ça, c'est extrêmement important. Alors moi, je dis, il ne s'agit pas de les transporter en Afrique, je n'ai jamais dit ça. Marcus Garvey l'a dit à l'époque, mais depuis il y a beaucoup de changements. Mais ceux d'entre eux qui veulent venir en Afrique, moi je crois qu'ils ont le droit.
ils ont le droit. Un jeune Américain m'a interpellé un jour, il m'a dit, moi je vais saisir les tribunaux. Parce que moi je n'ai pas choisi à venir ici, je veux rentrer en Afrique. Je lui dis qu'à cela ne tienne, si vous saisissez un tribunal en tout cas du Sénégal, on vous donnera raison et vous rentrerez chez vous, vous n'êtes pas responsable. Donc la diaspora nous apporte beaucoup, c'est pourquoi j'ai proposé, cela a été accepté, que la diaspora soit déclarée la 6e région d'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons une excellente coopération avec tous les pays des Caraïbes, avec les Noirs des États-Unis, et tout cela se passe bien. J'ai proposé maintenant qu'il y ait un chef d'État de la diaspora comme observateur au sommet des chefs d'État d'Afrique. Parce que je crois que nous avons tout intérêt à renforcer ces relations. Ils peuvent nous apporter beaucoup. Nous aussi, on peut leur apporter beaucoup. Vous savez, leurs difficultés ont une dimension, c'est l'Afrique. Le jour où l'Afrique sera libérée, l'Afrique deviendra une puissance. Les États-Unis d'Afrique, ça va libérer les Noirs dans tous les pays du monde. Parce qu'il y a des endroits où ils sont encore sous domination. Et justement, je propose qu'on sorte sur le monument de la Renaissance. En observant, on peut décrypter un fort symbole. Mais pour les non-initiés au symbolisme, comment comprendre la portée du message, puisqu'on a la chance d'être écouté par des millions de jeunes qui nous regardent en ce moment à travers le monde? Vous savez, il faudrait que ces jeunes d'abord lisent mon ouvrage qui s'appelle « Un destin pour l'Afrique ». Un destin pour l'Afrique, c'était moi, je vais signer un destin pour l'Afrique, dans ma vision, par où l'Afrique devait passer pour devenir un grand pays, je dis bien un grand pays des États-Unis d'Afrique. Et ils comprendront donc ce message de 3 personnages qui sortent d'un volcan. Le volcan, c'est quoi? Le volcan, c'est l'obscurité et c'est aussi l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est dans la tête, lorsque quelqu'un n'est pas instruit. Donc, ces 3 personnes puissantes qui sortent du volcan, pour sortir, il faut la force. Donc, il y a une force de propulsion. Ça, c'est pour dire, montrer que la renaissance de l'Afrique, ça nous dépasse nous-mêmes. Ça tient du cosmos, ça vient de Dieu, ou tout ce qu'on veut. Ça nous dépasse nous-mêmes, ce qui pousse l'Afrique. Et ça pousse l'Afrique vers le haut. Donc ces 3 personnages symbolisent justement cette libération, cette nouvelle naissance. Et c'est bien une renaissance parce que c'est une naissance en sortant des entrailles de la terre, dans la matrice de la terre. Et la façon comme ils sont disposés, avec l'homme tenant sa femme d'une main, son enfant de l'autre qui pointe du doigt devant. Il y a beaucoup de discussions pour savoir qu'est-ce qui regarde l'enfant. Vous direz l'avenir? Oui. Il y en a qui disent qu'ils pointent vers les États-Unis, les pays développés, alors disant c'est vous qui êtes responsables, mais nous sommes là. Parce que les 3, ça signifie nous sommes là, à l'Afrique. On est là. On ne peut plus nous effacer. On est là maintenant. Mais pour moi, ce doigt symbolise autre chose aussi. Je dis aussi, c'est-à-dire que de plus en plus, c'est la jeunesse qui va montrer le chemin. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils apprennent des sciences que nous, on ne connaît pas. Nous, les parents, on est perdus. Les enfants, ils ont des ordinateurs, ils atteignent le maximum du savoir avec l'Internet. Et les parents sont dépassés, ils le regardent comme ça, c'est presque ressemblant à de la sorcellerie. Donc c'est cette jeunesse-là qui montre le chemin. Alors on a compris, c'est l'héritage du monument de la Renaissance. Merci Monsieur le Président de nous avoir consacré ce petit temps. Merci infiniment. Président Abdoulaye Wade, le panafricaniste convaincu, le grand bâtisseur qui nous a consacré donc un peu de temps sur cette édition spéciale d'un Afro dans le monde. On vous retrouve très bientôt avec un autre leader, un de ces grands leaders qui fait tourner l'Afrique. Bakakak TV télé askan wi Bakakak TV télé askan wi ma ne la dawal gaaw abonné si Bakakak TV télé askan wi bon benn l'actualité doo ko tardé biir Sénégal ak ay information yu leer surtout li nga xam ne moo jël si wàllum lamb Bakakak TV télé askan